Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce moment de calme et de découverte historique où nous nous éloignons ensemble du tumulte de notre quotidien pour voyager à travers les âges. Ce soir, je vous invite à vous installer confortablement, peut-être sous une couverture douillette, tandis que les lumières tamisées créent une atmosphère propice à l'évasion. Cette histoire est conçue pour vous permettre de vous détendre, de laisser votre esprit vagabonder dans les méandres du temps, et peut-être même de vous accompagner doucement vers le sommeil. Laissez les tensions de la journée s'évaporer comme la brume matinale sur le Nil. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir et à quel moment de la journée. Êtes-vous blotti dans votre lit à Paris, installé dans un chalet suisse, ou peut-être dans un appartement à Montréal? Partagez votre coin du monde dans les commentaires, car j'adore voir notre communauté d'amateurs d'histoire se rassembler. Si cette escapade dans le temps vous apporte du réconfort, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains voyages à travers les époques. Chaque histoire est une nouvelle porte vers un monde ancien qui n'attend que d'être redécouvert. À présent, fermons les yeux et laissons les bruits de notre époque moderne s'estomper. Remontons le cours du temps, traversons les millénaires et posons nos pieds sur les rives sablonneuses du Nil, dans l'Égypte des pharaons. Les premiers rayons de Ra filtraient à travers l'étroite fenêtre, projetant une lumière dorée sur le sol de terre battue. Néfertari ouvrit lentement les yeux, arrachée à un rêve où elle voguait librement sur le Nil, maîtresse de sa destinée. « Encore quelques instants », murmura-t-elle, en serrant contre elle la poupée de chiffon qu'elle conservait depuis sa petite enfance, sachant qu'elle devrait bientôt l'abandonner. À 12 ans, Néfertari se tenait à la frontière entre deux mondes, celui de l'enfance qu'elle quittait à regret et celui des responsabilités féminines qui l'attendaient inexorablement. Dans moins d'une lune, elle serait conduite à la demeure d'Amenhotep, un marchand de 36 ans que son père avait choisi comme époux. Un homme qu'elle n'avait aperçu qu'une seule fois, lors de la négociation de la dot, et dont le regard sévère avait fait naître en elle une peur qu'elle n'osait confier à personne. Néfertari. La voix de sa mère résonna depuis la cour intérieure. Le soleil est déjà haut, et l'eau ne se puisera pas toute seule. La jeune fille se leva d'un bond, lissant sa tunique de lin simple qui lui tombait jusqu'aux chevilles. Elle attacha rapidement ses cheveux noirs avec un ruban de tissu et sortit de la petite chambre qu'elle partageait avec ses deux sœurs cadettes, encore endormies. Dans la cour, sa mère Hénoutmérit pétrissait déjà la pâte pour le pain du jour, ses bras fins mais musclés travaillant avec une vigueur née de l'habitude. « Prends la grande jarre », lui dit sa mère sans lever les yeux de son ouvrage. « Ta tante Nofrette viendra aujourd'hui pour commencer à te montrer comment préparer les onguents nuptiaux. Tu dois être prête. » Néfertari saisit la lourde jarre de terre cuite et la cala contre sa hanche dans un geste qu'elle avait observé et répété depuis sa plus tendre enfance. En traversant la cour, elle aperçut ses frères, Amenemhat et Passeur, qui se préparaient à partir avec leur tablette de scribe sous le bras. « Où allez-vous » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse mais espérant prolonger ce bref moment de conversation. « À la maison de vie » répondit fièrement Amenemhat, son frère aîné de 14 ans. Le maître nous enseigne aujourd'hui les hiéroglyphes qui racontent les exploits du grand Ramsès. Peut-être deviendrai-je scribe royal un jour. Néfertari sentit une pointe d'envie lui transpercer le cœur. Comme elle aurait aimé apprendre ces signes mystérieux qui permettaient de capturer les pensées et les histoires. Une fois, elle avait osé demander à son père si elle pouvait accompagner ses frères. Son rire condescendant résonnait encore dans sa mémoire. Les femmes n'ont pas besoin de savoir lire, petite. Tes mains sont faites pour le fuseau et le mortier, pas pour le calame. Le chemin jusqu'au Nil était familier. Un sentier de terre battue bordé de palmiers et de maisons basses aux murs de briques crues. D'autres femmes et jeunes filles s'y pressaient déjà, jarres et récipients en équilibre sur leur tête ou calés contre leurs hanches.
Néfertari rejoignit son ami Isetnofret qui l'attendait comme chaque matin. « As-tu entendu » chuchota Isetnofret avec excitation. « La grande prêtresse d'Hathor sera au temple aujourd'hui pour la cérémonie de la nouvelle lune. On dit qu'elle sait lire les étoiles et parler directement à la déesse. » Les yeux de Néfertari s'illuminèrent. Les prêtresses d'Hathor étaient parmi les rares femmes à jouir d'une certaine liberté, à pouvoir étudier les textes sacrés et à être respectées pour leur savoir. « Pourrions-nous y aller » demanda-t-elle, sachant que leur temps était compté entre les corvées domestiques. « Si nous nous dépêchons avec l'eau et le linge, peut-être pourrons-nous convaincre nos mères de nous laisser porter une offrande au temple, suggéra Isetnofret en remplissant sa jarre dans les hauts du Nil. La matinée s'écoula dans une succession de tâches familières. Puiser l'eau, moudre le grain, aider à la cuisson du pain, nettoyer la maison. Les mains de Néfertari, déjà marquées par le travail malgré son jeune âge, s'activaient mécaniquement, tandis que son esprit vagabondait vers le temple d'Hathor. Pendant ce temps, par la fenêtre ouverte, elle pouvait apercevoir ses frères qui rentraient pour le repas de midi, discutant avec animation des leçons reçues, leurs tablettes couvertes de signes mystérieux sous le bras. « Mère » demanda Néfertari après avoir servi le repas aux hommes de la maison et attendu que ceux-ci aient terminé pour manger à son tour avec sa mère et ses sœurs, « pourrais-je aller au temple d'Hathor cet après-midi? La grande prêtresse y sera pour la cérémonie. » Enutmehut considéra sa fille avec un mélange de tendresse et de résignation. « Tu as encore la préparation du henné à apprendre avant ton mariage, et les nattes de jonc ne se tresseront pas seules. »« Je ferai tout cela plus vite que d'habitude, » promit Néfertari, « et je rapporterai une offrande pour que la déesse bénisse notre foyer. » Sa mère soupira, reconnaissant dans les yeux de sa fille la même soif de connaissance qu'elle avait dû étouffer dans sa propre jeunesse. « Soit. Mais sois revenu avant que Ra ne commence sa descente vers l'horizon. » Le temple d'Hathor se dressait majestueux près de la berge du Nil, ses colonnes ornées de la tête de la déesse à visage de femme et aux oreilles de vache. Néfertari et Isetnofret, portant de modestes offrandes de fleurs et de fruits, se faufilèrent parmi la foule qui s'était rassemblée pour la cérémonie. L'air était lourd d'encens et de myrrhe, et les chants des prêtresses créaient une atmosphère envoûtante. C'est alors qu'elle apparut. Nefertro, la grande prêtresse, vêtue d'une robe de lin d'une blancheur éclatante, un collier d'or et de lapis-lazuli autour du cou. Contrairement aux autres femmes, elle marchait la tête haute, le regard direct, et les hommes s'inclinaient sur son passage avec respect. Dans ses mains, elle tenait un papyrus qu'elle lisait à voix haute, ses lèvres formant les mots sacrés avec assurance. Néfertari l'observait, fasciné, buvant chaque geste, chaque parole. « Comment devient-on prêtresse » murmura-t-elle à une femme âgée qui se tenait près d'elle. La vieille femme la regarda avec un sourire triste. « Il faut être né dans une famille noble, petite, et être choisi très jeune, ou être la fille d'un grand prêtre. Ce n'est pas un chemin ouvert à toutes. » Le cœur de Néfertari se serra. Même cette rare liberté accordée aux femmes restait hors de sa portée. Alors qu'elle déposait son offrande devant la statue de la déesse, elle murmura une prière qui n'était pas celle habituelle pour un mariage heureux ou une maternité bénie. « Ô Hathor, dame du ciel et protectrice des femmes, donne-moi la force de trouver ma propre voie dans un monde qui ne m'en offre aucune. » Le soleil commençait à décliner lorsque Néfertari reprit le chemin de la maison, l'esprit empli des images de la cérémonie et du port altier de la grande prêtresse. Elle savait que demain, et tous les jours qui suivraient, seraient semblables à celui-ci. Une succession de tâches domestiques, une préparation à une vie d'épouse et de mère, sans accès au savoir qui faisait briller les yeux de ses frères. Pourtant, quelque chose s'était éveillé en elle aujourd'hui, une détermination tranquille qui, comme le Nil,
pouvait paraître calme en surface mais cachait des courants profonds et puissants. Le gynécée de la demeure familiale apparut devant Néfertari alors que les derniers rayons du soleil teintaient les murs de calcaire d'une lueur orangée. 2 servantes montèrent la garde près de l'entrée, leurs regards se scrutateurs, suivant chaque mouvement de la jeune fille. « Tu rentres tard, petite fleur », murmura l'une d'elles en lui ouvrant le lourd rideau de lin qui séparait l'espace féminin du reste de la maison. « Ta mère te cherche depuis le milieu de l'après-midi. » À l'intérieur, l'atmosphère était étouffante malgré les fenêtres étroites percées en hauteur. Une dizaine de femmes s'affairaient dans cet espace confiné. Cousines, tantes et servantes partageaient ces quartiers où aucun homme, hormis le maître de maison, n'était autorisé à pénétrer. Sa mère, Satia, tissait dans un coin, ses doigts agiles manipulant la navette avec une précision née de décennies de pratique. « Te voilà enfin », dit-elle sans lever les yeux de son ouvrage. « J'ai besoin que tu prépares les huiles parfumées pour la visite d'Amenhotep demain. Il vient discuter des arrangements finaux avec ton père. » Néfertari sentit son cœur se serrer à l'évocation de son futur époux, mais elle s'inclina respectueusement. « Oui, mère », répondit-elle en se dirigeant vers le coffre en bois de cèdre où étaient conservés les précieux flacons d'albâtre. Sa tante Ti, assise sur un tabouret bas, lui fit signe d'approcher. « Viens voir ce que je brode pour ton trousseau », chuchota-t-elle en dépliant un lin d'une finesse remarquable. « Bientôt, tu quitteras notre gynécée pour celui d'Amenhotep. Tu auras ta propre servante, mais n'oublie jamais que les murs ont des oreilles et que ta réputation dépendra de ta discrétion. » Les jours s'écoulaient avec une monotonie calculée dans ces quartiers féminins. Chaque sortie devait être justifiée, chaque visite au marché accompagnée. Même pour se rendre au temple, Néfertari devait être escortée et voilée. À travers les étroites ouvertures qui donnaient sur la cour intérieure, elle observait parfois ses frères partir librement vers l'école des scribes, leurs tablettes sous le bras, tandis qu'elle-même n'avait jamais le droit de franchir seule le seuil de la propriété familiale. Un matin, alors que sa mère l'envoya chercher du natron auprès d'un marchand accompagné d'une servante âgée, Néfertari aperçut un spectacle qui la frappa profondément. Au-delà des quartiers résidentiels s'étendaient les champs verdoyants où travaillaient les paysannes. Contrairement aux nobles confinés dans leurs gynécées dorées, ces femmes peinaient sous le soleil impitoyable, le dos courbé dans les cultures d'orge et de blé. Beaucoup portaient leurs nourrissons, attachés dans leur dos avec des bandes de tissu, allaitant entre 2 tâches sans jamais s'arrêter vraiment. « Regarde-les bien », murmura la vieille servante qui suivait son regard. « Elles n'ont pas nos murs pour les protéger, mais elles n'ont pas non plus nos chaînes invisibles. Elles travaillent en dur, mais certaines connaissent des secrets que les nobles ont oubliés. » Néfertari observa une femme d'âge mûr qui, tout en surveillant les autres travailleuses, cueillait ces certaines plantes qu'elle glissait discrètement dans un petit sac attaché à sa ceinture. La servante suivit son regard et sourit légèrement. C'est Eket, la sage-femme. Elle connaît le pouvoir des plantes mieux que les médecins du pharaon. Puis, baissant encore la voix, « Si tu veux en savoir plus, je peux arranger une rencontre. Mais ton père ne doit jamais l'apprendre. » 3 jours plus tard, profitant d'une fête où l'attention de sa famille était détournée, Néfertari se glissa dans le jardin arrière où l'attendait Eket, dissimulée derrière un bouquet de papyrus. La vieille femme, au visage buriné par le soleil, l'accueillit avec un sourire édenté. « Alors comme ça, la petite noble veut apprendre les secrets des simples gens ?» dit-elle en sortant de sa besace plusieurs petites paquettes d'herbes séchées. « Sais-tu que dans l'ancien temps, avant que les hommes ne s'approprient tout le savoir, c'étaient les femmes qui guérissaient ?» Durant cette première rencontre clandestine, Eket lui montra comment préparer une infusion calmante à base de fleurs de lotus bleu et de graines de pavot. « Pour les douleurs féminines,
expliqua-t-elle en lui faisant frotter les pétales entre ses doigts pour en libérer l'essence. Et aussi pour les nuits où le sommeil te fuit à cause des soucis. Avec des gestes précis, elle lui enseigna comment doser les ingrédients, comment les conserver, comment les dissimuler parmi les cosmétiques que toute Égyptienne possédait. Pourquoi ce savoir est-il interdit aux femmes comme moi ? Demanda Néfertari en absorbant chaque geste, chaque parole de la sage-femme. Eket émit un petit rire sec. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, petite. Et ceux qui détiennent le pouvoir craignent toujours qu'on le leur prenne. Les médecins du pharaon prétendent que seuls les hommes peuvent comprendre les mystères du corps et des remèdes. Mais qui donne la vie? Qui accompagne la mort? Ce sont les femmes, depuis toujours. Elle lui tendit un petit sachet de lin contenant des herbes séchées. Cache ceci dans ta boîte à bijoux. Si tu veux en apprendre davantage, retrouve-moi dans une semaine, à la même heure. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, Néfertari serra précieusement contre elle le petit sachet d'herbe, première clé d'un savoir interdit qui, pour la première fois depuis longtemps, lui donnait l'impression de reprendre un peu de contrôle sur sa destinée. Elle regagna le gynécée, le cœur battant d'excitation et de peur, consciente qu'elle venait de franchir une frontière invisible mais déterminée à poursuivre sur ce chemin de connaissances clandestines. Le lendemain, profitant d'une rare occasion où son père recevait un scribe pour des affaires importantes, Néfertari se faufila discrètement dans la pièce adjacente au bureau paternel. Dissimulée derrière une colonne peinte, elle observait avec fascination les deux hommes penchés sur plusieurs rouleaux de papyrus étalés sur une table basse. Ces documents confirment le transfert des terres après le divorce, expliquait le scribe d'une voix monotone. Votre frère récupère l'intégralité de ses biens et son épouse retourne chez son père sans aucune compensation. Néfertari sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette femme, Ti, qui avait servi fidèlement son époux pendant plus de 15 années, lui donnant 4 enfants et gérant sa maisonnée avec dévouement. Un simple mot de son mari, et tout s'effondrait. Le scribe poursuivait sa lecture, indifférent à la cruauté des lois qu'il énonçait. Comme le veut la coutume, les enfants mâles resteront avec leur père dès l'âge de 7 ans. Les filles pourront accompagner leur mère jusqu'à leur mariage, à moins que le père n'en décide autrement. Lorsque les deux hommes quittèrent momentanément la pièce pour se rafraîchir dans le jardin, Néfertari s'approcha furtivement des papyrus. Ses doigts tremblants effleurèrent les hiéroglyphes qu'elle ne pouvait déchiffrer entièrement, mais dont elle reconnaissait certains symboles grâce à ses observations furtives des leçons de ses frères. Un document attira particulièrement son attention. Il semblait détailler les droits d'héritage. Même sans pouvoir le lire complètement, les illustrations et les quelques signes qu'elle comprenait lui révélaient une vérité amère. Les femmes n'existaient donc que comme intermédiaires, jamais comme véritables propriétaires. Quelques jours plus tard, alors qu'elle accompagnait sa mère au marché, Néfertari aperçut une silhouette familière recroquevillée à l'ombre d'un mur. « Mère, n'est-ce pas Satia, la veuve du marchand Sénéfer ?» chuchota-t-elle. Sa mère hocha tristement la tête. « Ne la regarde pas trop longtemps, ma fille. Son sort pourrait être le nôtre un jour. » Poussée par la curiosité et la compassion, Néfertari trouva un prétexte pour s'approcher de la femme pendant que sa mère négociait l'achat de lin. « Dame Satia, puis-je vous offrir un peu d'eau » murmura-t-elle en tendant sa gourde. La femme leva vers elle un visage creusé par le chagrin et la misère. « Tu es la fille de Ramose, n'est-ce pas? Ta gentillesse me touche, enfant. » Entre deux gorgées d'eau, Satia lui confia son histoire. « J'ai vécu 23 ans aux côtés de mon époux. J'ai géré sa maison, augmenté sa fortune par mon travail de tissage. À sa mort, son frère est venu avec un papyrus que je ne pouvais lire. Il prétendait que tout lui revenait. J'ai protesté, mais sans fils adulte pour me défendre et sans savoir lire le document moi-même, je n'ai pu que regarder les gardes vider ma maison.
Même mes propres bijoux m'ont été arrachés, sous prétexte qu'ils avaient été achetés avec l'argent de mon mari. Nefertari rentra chez elle bouleversée, la tête emplie de questions et le cœur lourd d'indignation. Cette nuit-là, elle prit une décision qui allait changer sa vie. Elle apprendrait à lire et à écrire, quoi qu'il lui en coûte. 15 années plus tard, le soleil se couchait sur les eaux paisibles du Nil, teintant le fleuve de reflets dorés et pourpres. À l'abri d'un bosquet de papyrus, loin des regards indiscrets, Nefertari, désormais une femme de 27 ans, était assise sur une natte avec sa fille Mérite, âgée de 8 ans. « Regarde bien comment le signe de l'eau se trace, ma chérie, » murmurait-elle en dessinant délicatement sur un tesson de poterie recouvert de sable fin. D'un geste vif, elle effaçait ensuite les marques, ne laissant aucune preuve de leur activité interdite. Mérite, les yeux brillants d'intelligence, reproduisait le mouvement avec application. « Mère, pourquoi devons-nous nous cacher pour apprendre ?» demanda-t-elle innocemment. Nefertari caressa les cheveux de sa fille, cherchant les mots justes. « Parce que le savoir est comme l'eau du Nil, ma douce. Certains pensent qu'il ne doit irriguer que quelques champs choisis, mais je crois qu'il appartient à tous. » Depuis des années, Nefertari avait patiemment glané des connaissances, observant en secret les leçons de son fils aîné avec son précepteur, échangeant des herbes médicinales contre des leçons discrètes avec un vieux scribe tombé en disgrâce. Elle avait appris à déchiffrer les contrats, à comprendre les lois qui enchaînaient les femmes et surtout à transmettre ce savoir. Un jour, les choses changeront peut-être, Mérite. Mais en attendant, nous devons être comme le lotus. Nos racines sont dans la boue, mais nos fleurs s'ouvrent vers le ciel. Alors que le crépuscule s'assombrissait, Nefertari sortit de sa tunique un petit rouleau de papyrus soigneusement dissimulé. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose de spécial. C'est un texte que j'ai écrit moi-même, racontant l'histoire des femmes courageuses que j'ai connues. La sage-femme Eket qui m'a enseigné les secrets des plantes. La prêtresse Nefertkau qui lisait les étoiles, et même ta grand-mère qui, dans sa sagesse silencieuse, a trouvé 1000 façons de préserver sa dignité. Mérite écoutait, fasciné, tandis que sa mère déroulait avec précaution le fragile document. Un jour, ma fille, tu ajouteras ta propre histoire à ce rouleau, et peut-être que dans 1000 ans, d'autres femmes liront nos mots et sauront que même dans l'ombre des grands temples et des palais, nous avons existé, nous avons pensé, nous avons résisté. Dans la douceur du soir égyptien, leurs silhouettes se découpaient contre le ciel rougeoyant. Deux ombres complices penchées sur un trésor plus précieux que l'or. Des hiéroglyphes tracés par une main féminine, témoignage silencieux d'une rébellion pacifique contre l'ordre établi des hommes et des dieux.